قبل نعطي الكلمة البروفيسور الدكتورة رجاء الغزالي لابد أن أقدمها للحضور الكريم. الأستاذة الدكتورة رجاء الغزالي هي تنتمي إلى حقل الصحة وحقل الطب، وهي طبيبة جراحة تخصص جراحة عامة. وجودها هنا وجود مهم وليس اعتباطي. وجودها يتأكد من خلال الثقة المولوية السامية التي حظيت بها وعينت إلى جانب الأستاذ القدير عمراني بوخبزة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي. لذلك فهي تحمل رؤية إصلاحية للجامعة المغربية من خلال تجاربها الكثيرة، من خلال رحلاتها الكثيرة، من خلال العمليات الإنسانية التي تقوم بها في مجال محاربة سرطان الثدي. الأستاذة رجاء الغزالي التحقت بالطب وهي في سن مبكرة جدا، واستطاعت بفعل مثابرتها ومجهودها المتواصل أن تحصل على هذه الثقة السامية وأن تعين قنصل فخري لدى المغرب في حقل الطب، وهي ترأس الجمعية المغربية قلب النساء. إذن الأستاذة رجاء الغزالي والبروفيسور التخصص قلنا الجراحة العامة، الجراحة الباطنية، لا يمكن أن نفي حقها في الأستاذة. هذا فقط تقديم موجز وليس هو تعريف وإنما هو تقديم، لأنك غنية عن التاريخ. إذن الكلمة للبروفيسور رجاء الغزالي في حدود بين 20 دقيقة إلى 30، وهي سوف تلقي كلمتها باللغة الفرنسية. تفضلي. شكرا. السلام عليكم. لسمحت لي غادي نتكلم بالفرنسية. Monsieur le ministre, messieurs les doyens, chers collègues, monsieur le président de séance, c'est un réel plaisir pour moi de participer à vos travaux dans cette ville paisible. Venant de Casablanca, j'apprécie énormément la sérénité qu'on retrouve dans cette région et dans cette jolie fac qui forme et qui formera des générations et des générations. Je vous remercie, monsieur Rahman, pour votre invitation, pour la coordination de cette table ronde et toute votre patience. Et je voudrais remercier spécialement mon ami et collègue, monsieur Amrani, pour son invitation, car au-delà de l'amitié et du respect qu'on a su forger tout le long de nos travaux au sein de la commission du nouveau mandat de développement, au-delà de sa générosité exceptionnelle, de son professionnalisme connu et reconnu, je voudrais lui témoigner tous mes hommages, car on reconnaît en lui l'homme responsable, plein de sagesse, qui aime ce pays et qui défend les fondamentaux et la culture du pays. En invitant à cette rencontre scientifique, vous témoignez d'une ouverture d'esprit, un esprit visionnaire, fédérateur, en rapprochant des acteurs, enseignants, de différents bords autour d'une cause commune, celle d'une université forte et moderne, jouant un rôle fondamental dans le développement du pays. Car quand on voit l'affiche, beaucoup d'entre vous diront il y a un intrus que vient faire M. Rojad dans notre réunion. La symbolique est très forte. Comme vous avez dit, c'est Moni. M. Amrani, vous permettez des passerelles entre les différentes disciplines et vous permettez la mutualisation des expériences pour pouvoir s'inspirer les uns des autres et faire avancer les choses, casser les barrières et les préjugés. Ce d'autant plus que l'on travaille tous sous la même tutelle pour le même but, former la génération à venir du Maroc de demain. Merci pour votre aimable invitation. Alors, une petite très convaincue personnellement, si Amrani, vous le savez parfaitement, que au-delà de ce que l'on peut discuter en matière de moyens, de finances, de gouvernance,
bienveillance, la solidarité et la communication qui font tomber des obstacles et permettent les miracles et procurent un bien-être, notion qui est très chère. Bien-être auquel chacun aspire en fin de compte. Quelques pays ont été jusqu'à mettre le bien-être et le bonheur comme boussole de la politique. C'est l'utopie aujourd'hui dans notre pays, mais ça sera la réalité de demain. Alors, je n'aime pas trop parler avec le jeu, mais permettez-moi de le faire parce que sur 3 étapes de ma carrière, au moins 3 événements que je vais vous relater m'ont marqué. Dans ma première étape de chirurgien, depuis 35 années, et d'enseignante, et en médecine, on est sous double tutelle. Et des fois, on ne sait à quel sein se vouer. Assumant mes responsabilités d'enseignante à la fac et au lit du malade, de praticienne au CHU et développant expertise et perfectionnement pour mieux soigner, et donc formation continue oblige, j'ai cette image. Quand j'étais jeune interne, donnant des cours de TP et de TD, j'avais l'étudiant qui respectait, baissait les yeux en rentrant par respect à l'enseignant. Une fois, 20 ans plus tard, enseignante, voilà que ce même étudiant bouscule mon épaule pour rentrer dans l'amphi. Et donc, il y a un changement d'attitude des étudiants. C'est des générations nouvelles qui arrivent avec une autre philosophie, avec d'autres rapports. Ça, c'était le premier image qui m'avait marqué. Deuxième, dans mon parcours, puisque depuis une vingtaine d'années, comme vous l'avez dit, j'œuvre à défendre les droits à la santé, celui de la femme en particulier, c'est peut-être parce que je suis femme, allant vers les plus pauvres, les plus démunis dans le pays, dans les zones les plus enclavées, avec l'association de lutte contre le cancer du sein. Et j'ai pu observer un jour ce jeune licencié, physicien, dans un coin reculé du pays, dans une administration, dans une attitude misérable, méprisée, et ça m'avait choqué. Est-ce que c'est ça les lauréats que l'on produit? Troisième étape de ma carrière, c'est en œuvrant dans le Global Health. Le Global Health, c'est une vision encore plus large pour défendre la santé pour tous. Et que voit-on? Des enseignants qui tombent malades, meurent dans la misère la plus totale, l'ignorance totale. Trois événements qui font réfléchir sur l'enseignant, sur l'étudiant, sur la société, sa transformation. Et là, c'est dit long. Et je crois que chacun a vécu une histoire pareille dans sa carrière. Et pourtant, le budget de l'enseignement, est quand même de 27% du budget d'État, avec 36 milliards de dirhams pour payer les enseignants. Et le constat, il est là, qui nécessite une grande réforme. Alors que pourrais-je dire de plus que vous le connaissez? Et donc je demanderai votre indulgence, je dirai peut-être avec mes mots, car tout est connu, tout est dit, tout est discuté, les rapports sont là. Avant même le rapport du nouveau modèle de développement, et le rapport est là. La réforme est en marche, portée par notre ami et collègue, M. le ministre Miraoui, l'homme de la situation, avec toute son expérience pour la mise en œuvre, avec comme socle de cette réforme la formation de qualité, la formation continue nécessaire et une recherche renforcée. Son cheval de bataille est une université 4.0, moderne, smart, autonome. D'ailleurs, il prévoit des assises régionales un peu partout très prochainement. À quelques affaires actuelles qui viennent un petit peu secouer le secteur, sexe contre la norme, j'espère qu'on verra plus ce genre de choses, l'annulation des bachelors, qui met en cause la continuité et la crédibilité des politiques publiques, la réintégration des enseignants venant d'Ukraine, la diminution le raccourcissement de la formation en médecine à 6 ans, compromettra-t-elle la qualité de la formation ou pas? Et puis la grosse problématique des langues, il n'y a pas encore de consensus. Quelques embûches qui n'arrêteront pas l'élan de la réforme, connaissant Miraoui, un homme de
sciences, je suis sûre qu'il mènera cette réforme à bien. Alors une fois de plus, je vais me hasarder devant un public averti, Monsieur le ministre, Messieurs les doyens, mais c'est toujours bon de disséquer les questions qui nous réunissent. Et pour la clarté des choses, je vais essayer de tracer un chapeau général à nous, enseignants, à l'enseignement, et faire une chute avec l'exemple de la médecine. 3 questions se posent. Quel est notre cap? Qu'est-ce qu'on veut? On est tous d'accord que le capital humain est le nœud de tous les développements. Et donc, investir dans l'humain est impératif. On est tous conscients que l'université est la locomotive du développement. Elle est le fer de lance du progrès et la pierre angulaire de l'économie. On a tous le souci de que sera le débouché de 1 million d'étudiants dans nos universités. On est soucieux que l'université étant la clé de l'ascenseur social, il ne faut pas qu'il tombe en panne. Il ne faut pas qu'on tire dessus. Nous la défendrons tous. On constate tous que les universités du monde sont en mouvement, en mutation. Et on doit suivre les révolutions sociales, économiques, industrielles, le boom technologique actuel et qui n'est qu'à son début. Donc, c'est un fait, c'est un problème national. Ça nous concerne tous. Cette université porteuse d'idées, c'est là qu'on produit la science, l'intelligence et le développement. Conscient de ces enjeux, la Commission du nouveau modèle de développement a mis comme priorité l'enseignement, au même titre d'ailleurs que la santé, qui sont les 2 secteurs qui ont été le plus bouleversés par le Covid. Il faut croire que le Covid a eu quelque chose de bon, c'est de mettre à nu les insuffisances et accélérer les prises de décision. Je rappelle ici que nos travaux étaient basés sur l'écoute, donc étaient participatifs avec l'intelligence collective de tout le groupe, en mettant le citoyen au milieu des préoccupations. Et à ce titre, on a rencontré, comme vous l'avez dit, Monsieur le doyen, et on a écouté énormément d'universitaires et pris en compte leurs propositions. Notre cap aujourd'hui est une urgence, c'est de redorer le blason de l'université et par là celle de l'enseignement, son autonomisation et sa régionalisation. Chaque mot est un grand chantier. Par ailleurs, outiller autrement nos étudiants, changer de pédagogie par un apprentissage avec des langues diverses, avec l'informatique, avec la culture, les soft skills, le sport. Ce n'est pas un luxe, le sport, dans les universités, puisque le corps est important, étant dans la santé. Il est même, pour l'anecdote, il est même dit qu'il y aura des organes qui vont disparaître, des organes du corps qui vont disparaître à force d'avoir un style de vie qui n'est pas dans le mouvement. Et donc un nouveau monde de travail, une révolution technologique qui ne fait que commencer, comme je l'ai dit. Le cap. Quelles sont nos contraintes? Au moins 3. D'abord, c'est l'habitation. Il y a des évolutions sociétales, des transitions démographiques, technologiques, des attentes. Le monde d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier et ça va très vite. Il y a une mutation mondiale, une mutation de la famille, une mutation du travail, des marchés, une mutation technologique, des métiers. Il y a une concurrence très rare. Mutation sur le plan budget. On passe de la crise climatique avec le stress hydrique, à la crise Covid, à la crise des guerres, et on ne sait pas ce qui va arriver. Difficile pour les budgets. Nous n'avons pas de ressources infinies. Il va falloir mutualiser nos ressources. 3e élément, les formateurs. Il y a une saturation. Et l'ancien modèle est caduque. Il faut changer de modèle de formation pour l'adaptation au marché de l'emploi actuel et futur. Les compétences doivent changer avec plus d'agilité, de compétences comportementales. Mais est-ce que l'université a tous les moyens, surtout humains, pour ce changement? Il faut d'abord former les formateurs. Car dans le monde actuel, qui n'avance pas, recule. 3e élément, le cap, les contraintes, les faiblesses et nos points forts. Il faut quand même dire qu'on a des points forts.
Ça dépend, le verre à moitié vide ou à moitié plein, ça dépend comment on le voit. Dans le positif, on a une université qui a joué un rôle primordial dans le développement du pays depuis les années 60-80. Elle a doté les administrations de cadres et a formé l'élite du pays. Il y a des îlots d'excellence, des modèles d'enseignement, des écoles d'excellence, des universités pilotes. Et il y a beaucoup de changements qui se font, qui sont entrepris pour redonner à l'université ses lettres de noblesse et réussir le pari de réduire la dissonance entre le monde universitaire et celui du travail. Et c'est pas assez. Et puis durant la pandémie, l'enseignement a dû s'adapter aux contraintes sanitaires et réadapter un ensemble d'outils et logistiques et se mettre à la page des nouvelles technologies et pour assurer un enseignement à distance de qualité. Vous allez me dire, c'est pas équitable partout, oui, c'est évident, mais les efforts sont lourds. Ce qui nous manque, nos insuffisances, c'est d'abord les formateurs et la formation des formateurs. Il y a déjà une insuffisance de formateurs et plus de 5000 formateurs partent à la retraite. Et pas les moindres, les meilleurs, ceux qui ont acquis une expérience. Et on a besoin aujourd'hui de plus de 200 000 formateurs. Et des fois, ils sont partagés entre le privé et le public, question qui se pose de manière aiguë dans le secteur de médecine avec l'histoire du TPA. Formateurs, massification, surtout dans les facultés à entrée libre. Et donc la qualité de formation va être écornée. Comment relever ce défi de massification? Sur les 147 établissements libres, 80 sont à accès limité. Et il y a évidemment une surcharge, difficile à gérer, difficile à orienter les étudiants, difficile à personnaliser ces formations. Et donc le problème de la massification dans les établissements à accès ouvert est très handicapant. Certes, il y a une démocratisation de l'enseignement supérieur, mais c'est un progrès. On doit l'affronter autrement, avec des solutions innovantes, peut-être et certainement une pédagogie hybride avec le digital facilitant. Problème de langue, un gros débat. Ce qui est sûr, c'est l'ouverture aux langues, et surtout, je pense à l'anglais et autres, s'impose, comme l'informatique. Entre parenthèses, je faisais un cours. Pendant une année, j'avais un étudiant qui n'a pas compris un seul mot de ce que je disais. Un seul mot de ce que je disais. Et ils ont eu une formation arabisante. Quatrième insuffisance, c'est la régionalisation, qui est au cœur des préoccupations aujourd'hui, débouche sur un pacte d'université inclus dans la vie de la cité, de la région. On veut une université ouverte sur le milieu, on va former un lauréat qui va être recruté par ce milieu. Ça doit être un débat sociétal pour créer cette dynamique entre l'entreprise responsable, j'espère un jour voir des genres Rothschild, des fondations Rothschild qui accompagnent les universités. Et puis, l'adaptation au monde du travail. Aujourd'hui, 47% des étudiants quittent l'université sans diplôme. Quel gâchis! Près de 20% des licenciés n'arrivent pas à trouver un travail. Et on a 200 000 demandes d'emploi par an. En fait, l'université reçoit ce qui a été formé dans l'école. Et donc, c'est un héritage de l'école. Et donc, on sait aujourd'hui, par notre président, qui porte haut et fort la réforme de l'école, de l'éducation. Il arrive à l'université, comment on peut rattraper tout ça? Alors, je voulais dire aussi par rapport à la relation université-entreprise, on se jette la balle, c'est l'œuf et la poule, qui c'est qui est responsable. En tout cas, 70% des métiers sont à inventer. Donc, il y a matière, et le Covid est venu accélérer tout ça. Des choses qui étaient en gestation et qui avaient du mal à se mettre en place ont vu le jour. Et enfin, cette mutation sociétale, avant c'était le labeur qui comptait. Il
fallait vraiment suivre dans son travail pour être légitime dans son travail. Aujourd'hui, c'est le bien-être et le loin très fort. Avant, on faisait un métier pour la vie. Aujourd'hui, on change de métier en moyenne chaque 2 années. Donc, on est dans un monde beaucoup plus virtuel, beaucoup plus rapide, une monnaie virtuelle, un travail virtuel, une famille virtuelle, voire même un mariage virtuel. Tout ça, ça a des conséquences. Ça, c'est un autre volet des choses. Ça peut avoir des conséquences énormes sur la psychologie et sur la santé de l'homme. Puisque je parle de la santé, est-ce que monsieur le président de séance me permet de parler de la santé en encore 5 minutes? L'exemple de la santé, on fait médecine pour être médecin, mais c'est pour toute la vie. Enfin, on ne change pas. Mais ce secteur est loin d'être dépourvu de problèmes et nécessite une formation solide, adaptée aux maladies futures et une formation, surtout une formation continue. Alors en médecine, on a besoin de massification. Regardez l'ironie du sort. On a besoin de massification. Il y a des déserts médicaux, mais surtout avec le grand chantier de la couverture sanitaire universelle lancé par Sa Majesté le Roi, on a besoin de médecins. Mais on ne peut pas se permettre cette massification parce que en médecine, on a besoin de compagnonnage, de parrainage, on a besoin de terrain de stage. Et en plus, on sait qu'il y a une exode de au moins 600 médecins par an qui partent à l'étranger, une carte sanitaire qui n'est pas équitable. Et le Covid a montré la nécessité de la souveraineté sanitaire. Et la souveraineté ne peut se faire que par la recherche, par la fabrication de nos médicaments, de nos vaccins, par un transfert de technologie. L'usine qui a été inaugurée dernièrement par Sa Majesté le Roi, c'est une usine qui va fabriquer des vaccins. C'est un hub vaccinal pour le continent. On en est tout fiers. Et c'est un début. Alors que la santé est un engagement de tous. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Si on est égaux devant la maladie, on devrait être égaux pour les soins. Et la santé, à la base, est à la base du développement et source d'économie au même plan que l'éducation, évidemment. Vous savez qu'il y a 300 000 personnes qui basculent dans la pauvreté par an à cause des frais de santé. L'intérêt de la régionalisation, bon, je vais essayer de faire vite, et on a besoin d'une santé future des 4 P, prédictive, participative, préventive et personnalisée. C'est de l'utopie, mais c'est le futur très proche. À l'heure de la nanotechnologie, du ciseau génétique, de la robotique, de la procréation, de la navette intestinale, c'est des mots qui vous paraissent... Mais il faut une formation dans tout ça. Il faut que l'on forme nos médecins dans cette technologie. Alors que la médecine est très subjective, c'est une science inexacte, je le dis à chaque fois que vous opérez un malade, elle est inexacte. On pense que le médecin et le Dieu, il va avoir un résultat sûr. Non, et on a besoin de compagnonnage. C'est pas ce que l'on apprend, c'est pas toujours ce que l'on apprend sur les livres. On a besoin de compagnonnage. Un défi de coût, parce que tout le monde a besoin de qualité, mais la qualité est un coût. Juste pour que le plâtre ancien, lourd, qui donne des atrophies, tout ça, il y a un plâtre léger, c'est pas les mêmes coûts. Donc les coûts peuvent différer d'une technique à l'autre. Il y a le défi numérique. Et là aussi, je tiens à dire que le numérique aide beaucoup pour tout ce qui est télésurveillance, téléprévention, mais il faut des garde-fous. La télémédecine ne remplacera jamais le médecin, parce que des fois, on nous présente la chose comme si c'était le miracle qui va changer le paysage de la médecine. Non. La responsabilité sur le plan éthique, vous dites à quelqu'un, faites une injection, et il y a un problème de l'autre côté, qui c'est qui est responsable? Tant qu'on n'a pas palpé, tant qu'on n'a pas touché, vu, il y a beaucoup d'empathie en médecine. Donc, le numérique en médecine est une solution, mais pas partout. Il y a des défis de la santé, des défis biologiques, et socio-économiques, environnementaux. Et il y a des
transition démographique. En 2025, on sera 25% qui ont plus de 65 ans. Et dès qu'on dépasse les 60 ans, c'est les maladies chroniques, coûteuses. Et des défis épidémiologiques. On était dans l'infectieuse, on va passer aux maladies chroniques qui sont coûteuses, qui sont productrices de mal-être. Des défis technologiques, nutritionnels. Et donc, il faut une formation continue. Formation, et donc il faut un changement pédagogique et le chantier de la couverture sanitaire universelle sera basé sur les deux grands piliers, les ressources humaines bien formées et une prévention pour soulager le système de santé en amont. Vous savez qu'il y a une invention chaque 3 jours en médecine dans le monde. Alors, vous voyez, il faut vraiment être à la page, se basant sur un partenariat, la nécessité d'une souveraineté sanitaire. On a vu toute la géopolitique du vaccin dans le monde. Chaque pays s'est fermé, gardant ses vaccins chez lui. On a vu l'importance des négociations nécessitant une diplomatie autre, une diplomatie de la santé. Car ce genre de crise vont se répéter. Vous savez, le budget, c'est pas moi qui vous l'apprends, mais le budget de la recherche, il est de 0,7% du PIB. Pour la recherche, il faut un écosystème. On ne s'invente pas chercheur. Il faut un travail en réseau, des moyens, une âme de chercheur. Il ne faut pas être... Et l'enseignement chercheur est la clé de voûte du capital humain. Juste un chiffre, 3% des brevets de recherche dans toute l'Afrique. 3% des brevets mondiaux. Je termine en disant que le chemin des réformes n'est pas simple, il est pavé de difficultés de toutes sortes, car le changement ne peut être dicté. Il doit être porté par les différents acteurs de l'université. Aujourd'hui, c'est un projet de société. On est tous responsables, on a tous un rôle à jouer. Une université doit être au cœur de la politique du pays et de la région. Et je vous remercie. شكرا للبروفيسور رجاء غزالي. كان يعني التزام بالوقت بشكل دقيق، دقة العمليات التي تقومين بها. كانت مداخلة مهمة وقوية من حيث الأفكار التي طرحتها الأستاذة المعتبرة. سوف أعمل على تجميع هذه الخلاصات التي تقدمت بها أو جاءت بها مداخلة الدكتورة الفضيلة. بداية تحدثت عن ضرورة كون الجامعة المغربية لابد لها أن تتحلى أو أن تتسم بمفهوم الابتكار، مفهوم أن تكون جامعة مغربية حاضنة تقوم بأدوار علمية، ثم نكسر مختلف الحواجز والعوائق التي تعيشها الجامعة المغربية التي سوف نشير إليها في هذا التقديم الموجز. إذن الاشتغال الدكتوراه مع مجموعة من المؤهلات أو المؤهلات السياسية والعلمية كمعالي السيد وزير التعليم العالي والدكتور الضيف معنا الحاضر الأستاذ قدير العمراني بن خبزة، جعلت من هذه الاهتمامات وجعلت من هذا العمل أن هناك مشروع، هناك رؤية من أجل تحديث وتطوير وجعل الجامعة المغربية جامعة حاضنة تؤسس لمفهوم جديد للبحث والابتكار. كان عنوان المداخلة هو Formation et recherche scientifique à la base de la réforme de l'université marocaine. يعني الندوة هو أن تكون هناك جامعة تهتم بهذا الجانب الصحي من أجل صحة جيدة رغم محدودية الميزانية المخولة للتعليم العالي. إذا الإصلاح في نظر الأستاذ رجاء قائم عن طريق مختلف الشركاء، بحيث يجب أن نبحث أو نعزز مفهوم رأس المال البشري
برنامج يسهر على سياسة البحث العلمي والابتكار والتجديد. تطرقت إلى كذلك إلى جائحة كوفيد، وباعتبارها حالة صحية عالمية